Bonsoir. Il y a quelque temps, je passais devant le Panthéon, et il y a cette belle citation qui dit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et je me suis interrogé, d'autant qu'il y a des femmes maintenant dans le Panthéon, et fort heureusement. Pas encore assez. Mais pourquoi privilégier seulement quelques personnalités? Pourquoi ne pas essayer de mobiliser plutôt l'intelligence collective? Et pourquoi essayer de servir uniquement la patrie et pas la planète? Est-ce qu'on pourrait donc changer cette belle citation et dire à l'intelligence collective la planète reconnaissante? Pour arriver dans cette direction, je pense qu'on a besoin de créer des cadres de liberté évolutifs et féconds qui puissent nous aider à construire une planète apprenante, une société apprenante, c'est-à-dire une société dans laquelle, quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement parce qu'on partage et qu'on mutualise nos connaissances. Un des héros personnels, mais aussi de la nation, puisqu'il est rentré au Panthéon, c'est Louis Braille. Vous connaissez peut-être le braille, qui permet aux aveugles de lire, mais est-ce que vous savez que c'est un enfant qui l'a inventé? Parce que Louis Braille, quand il l'a inventé, il avait 15 ans. Et il avait commencé à travailler sur ce sujet à partir de 12 ans. Il était devenu aveugle quand il avait 3-4 ans. Et il cherchait à lire, mais il a pu inventer lui-même le braille. Et ce qui est intéressant, c'est que les adultes voyants qui s'occupaient de l'école pour aveugles dans laquelle il était, lui ont interdit de le transmettre aux autres. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient les empêcher de lire avec les méthodes traditionnelles qu'eux avaient inventées, qui en l'occurrence ne marchaient pas pour la plupart des enfants. Et donc Louis Braille, malgré les adultes, a su faire ça, et à l'internat, il transmettait à ses petits camarades cette méthode. Et il a fallu que ces enfants se mobilisent pour démontrer la qualité de l'apprentissage qui était possible grâce au Braille. Et donc, en l'occurrence, il avait même digitalisé l'information. Et on est au XIXe siècle, bien avant toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Louis Braille a permis à bien des aveugles de s'en sortir, à commencer par une d'entre elles qui est très célèbre, qui est Hélène Keller. Et Hélène Keller, non seulement elle était aveugle, mais elle était aussi sourde et muette. Et il a fallu une enseignante exceptionnelle pour l'accompagner et lui permettre de sortir de son isolement. Et donc, il y a depuis toujours de nouvelles manières d'apprendre, des nouvelles manières de transmettre qui sont inventées. Et Louis Braille, Hélène Keller et son enseignante font partie des héros qui ont su inventer de nouvelles manières dès cette époque-là. Un autre point intéressant sur Hélène Keller, c'est que le jour où les cendres de Louis Braille sont rentrées au Panthéon, Hélène Keller était là, et elle a fait un beau discours en Sorbonne, où elle disait que la seule chose qui soit pire que de ne pas voir, c'est de ne pas avoir de vision. Alors on a tous des limitations dans notre vision. Et il y a une belle légende indienne qui s'appelle la légende de l'éléphant et des 6 aveugles. Et vous voyez chacun de ces aveugles représentés ici. Et celui qui touche la trompe est persuadé que c'est un serpent. Celui qui touche l'oreille, que c'est un tapis. Celui qui touche le corps, que c'est un mur. Et ils sont incapables de se mettre d'accord, parce qu'ils sont tous persuadés d'avoir raison, et tous persuadés que les autres ont tort. Et il faut que quelqu'un passe à côté qui leur dise qu'ils ont tous une partie de la réalité qu'ils ont été capables de percevoir, mais ils n'ont pas forcément la bonne interprétation, et que s'ils étaient capables de mutualiser leurs connaissances respectives, alors peut-être qu'ils pourraient arriver à avancer et à mieux comprendre et à mobiliser leur intelligence collective. Alors je pense qu'on a besoin d'apprendre à apprendre en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif. Ça veut dire qu'on a besoin de devenir plus réflexif. On a besoin de réfléchir sur ce que c'est qu'apprendre, sur ce que c'est qu'apprendre individuellement, mais aussi avec d'autres et grâce à d'autres. Est-ce qu'on peut s'organiser pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on apprend, quelqu'un d'autre puisse apprendre plus facilement? Est-ce qu'on peut apprendre tout au long de sa vie? Est-ce que cet apprentissage peut s'adosser sur la recherche et sur les progrès des connaissances? Je pense qu'on a besoin d'intégrer toujours plus de regards. La plupart des gens qui pensent le système éducatif sont des adultes. Et c'est bien dommage. Je pense qu'on a besoin d'interroger les enfants. Je me félicite qu'il y en ait au moins quelques-uns dans la salle. 95% des jeunes à qui on demande si le système éducatif devrait changer disent oui. Mais trop rarement on leur demande ce qu'ils voudraient qu'on change dans ce système éducatif. Et donc on fait des réformes, heureusement, mais malheureusement pas toujours dans la bonne direction et pas toujours aussi importante que ce qu'il faudrait pour s'adapter à un monde qui a beaucoup changé. Alors,
une des choses que j'ai apprises par la recherche, grâce à Alison Gopnik, qui est une chercheuse à Berkeley, c'est que nous sommes tous nés chercheurs. Et donc nous sommes tous capables de questionner le monde, de faire des observations, de faire des expériences, d'analyser les données et de raconter ce qu'on a trouvé et d'inviter d'autres à reproduire ce qu'on a fait, comme vous le voyez, avec ce petit bébé qui le représente. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants sont des petits chercheurs et les chercheurs de grands enfants. En tant que chercheur, j'assume ce besoin, parce que c'est vrai que le pic de curiosité, en général, il est à 4 ans. Donc si on continue à se questionner toute sa vie, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessairement recommandé. Alors on a monté un programme qui s'appelle les Saventuriers, qui invite les enfants à faire des expériences, comme vous pouvez le voir avec ces jeunes filles, ou comme vous pouvez le voir aussi, ces enfants vont dans des conférences et présentent leurs travaux, exactement comme le font les chercheurs. Et donc ce projet des Saventuriers est né dans la classe que vous voyez en haut à gauche de l'image, la classe d'Angensour, dans une zone d'éducation prioritaire, il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans. Aujourd'hui, plus de 50 000 personnes, enfants et adultes, ont été impliqués dans des programmes d'éducation par la recherche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part du questionnement de l'enfant et on essaie de le transformer en un questionnement scientifique en invitant les enfants à travailler avec des mentors, chercheurs, qui accompagnent le questionnement des enfants. Et donc, on a essayé de créer une école apprenante, c'est-à-dire une école où quand un enfant a appris quelque chose, un autre enfant va pouvoir apprendre plus facilement parce qu'il coopère. Plutôt que de leur interdire de copier, on les invite à coopérer. Et en fait, cette capacité de créer une école d'apprenante, plein d'autres gens ont pu l'inventer à leur manière. Au XIXe siècle, ça existait déjà. Et la vidéo que vous voyez, qui est la photo, qui est un extrait de CNN, avec le plus jeune principal d'école, c'est un jeune homme qui avait 15 ans sur la photo que vous voyez. Mais quand il a eu 8 ans, il a créé son école. Il avait la chance que ses parents puissent payer pour l'envoyer à l'école, mais ses petits camarades n'avaient pas cette chance. Donc quand il est rentré de l'école, il a commencé à leur raconter ce qu'il avait appris. Et puis, de jour en jour, il a continué à leur apprendre, et il y en avait toujours plus. Au début, ils n'étaient que 4. Au moment où cette photo a été prise, il y avait 1000 enfants dans l'école qu'il avait créée. Et ça, moi, je suis très impressionné par ce genre de choses. Un autre exemple d'école que je trouve absolument remarquable, et qui d'ailleurs a eu le prix de la Fondation Lego comme étant la meilleure école du monde, se trouve être en Haïti. Donc ce n'est pas une école de Californie ou de Finlande ou de je ne sais où. C'est en Haïti. Et c'est un ami qui la dirige, Guy Etienne. Et cet enfant que vous voyez utilise des matériaux recyclés pour créer des robots. Et Guy Etienne a demandé à cet enfant quelles étaient les caractéristiques de ce robot. Et une des caractéristiques, c'est qu'il avait un numéro d'identification. Et Guy Etienne lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'il a un numéro? Et l'enfant lui a répondu, j'ai programmé ce robot pour qu'il soit gentil. Mais en fait, je ne suis pas certain de la manière dont je l'ai programmé. Et si un jour, il faisait quelque chose que je n'avais pas souhaité, alors, grâce au numéro, on pourra le retrouver. Un autre exemple formidable a été créé par Kiran, que vous voyez au centre de cette photo. Et vous voyez plein d'enfants avec ICANN, le virus qu'elle a essayé de leur inoculer, c'est le virus de « je peux », parce qu'on peut tous faire autrement. Et ce virus, Kiran l'a propagé aujourd'hui à des millions d'enfants dans le monde. En France, ce programme a été intégré par l'association SynLab, qui porte le projet Bâtisseurs de possibles. Et c'est basé sur ces 4 idées simples qui sont indiquées. La première, c'est d'identifier un problème pour lequel les enfants se sentent concernés. La deuxième, c'est de les inviter à imaginer une solution. La troisième, c'est de les inviter à mettre en œuvre cette solution. Et la quatrième, c'est de raconter leur histoire. C'est super simple, ça marche super bien. Il y a des millions d'enfants qui ont contribué à changer leur environnement grâce à ce virus ICANN. En fait, on peut le faire beaucoup plus largement. Les Nations Unies ont défini les 17 grandes priorités de la planète, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Le 4e, c'est l'éducation, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais le premier, c'est la pauvreté. Le 3e, c'est la santé. Il y a le climat, la biodiversité, les problèmes de genre. Tous les grands problèmes sont là. Et bien en fait, avec des programmes comme celui que je viens d'indiquer, on peut inviter les enfants à comprendre ces grands défis et à essayer de les surmonter et de contribuer. Et donc plutôt que de les mettre en compétition sur les savoirs d'hier, on peut les inviter à coopérer pour créer les solutions de demain. Et on peut le faire avec des enfants, on peut le faire à tous les niveaux. On peut le faire dans des universités, on peut inviter des étudiants
à s'intéresser à ces grands défis, à comprendre leur complexité et à prototyper des solutions. On a été amené à le faire en collaboration avec de grandes universités comme Harvard, Sciences Po, les meilleures universités chinoises ou d'autres partenaires à travers la planète. Donc en fait, partout, chacun d'entre nous peut contribuer à identifier des problèmes et à chercher des solutions collectivement et éventuellement à être reconnu pour ce que l'on aura fait. Et on a aussi besoin de le faire à tous les âges de la vie. On vient de nous annoncer que 10 à 50% des métiers allaient disparaître ou se transformer profondément parce que l'informatique, l'intelligence artificielle, la robotique vont transformer en profondeur les manières de travailler. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Ce n'est pas la première révolution. La première révolution industrielle, par exemple, a transformé profondément les métiers. Mais ça s'est passé assez lentement. Et donc ce qui s'est passé depuis le 19e siècle, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est que chaque décennie, on a ajouté une année de formation en moyenne. Mais là, comme les changements sont toujours plus rapides, il faudrait rajouter peut-être 1 an chaque année. Évidemment, on ne pourra pas. Mais l'autre manière de le faire, c'est de continuer à apprendre tout au long de sa vie et d'apprendre en travaillant, d'apprendre en coopérant, d'apprendre en échangeant. Une des propositions qu'on est en train d'essayer de faire pour faire ça, c'est de créer des labos des métiers de demain. Si les métiers de demain n'existent pas encore, peut-être qu'il faut les inventer. Et comme personne ne les connaît, peut-être qu'il faut qu'on les co-invente, puisque chacun d'entre nous a peut-être un bout de solution, probablement pas la solution, mais si on mutualise les éléments de solution qu'on a chacun en nous, alors on va pouvoir essayer de faire des choses collectivement qu'on ne saurait pas faire seul. Et donc je pense qu'on a besoin de créer des collectifs ouverts qui soient à la recherche de ces nouvelles solutions, un petit peu comme dans les Fab Labs que vous connaissez probablement. En fait, je pense qu'on a besoin de co-construire tous ensemble une société de la connaissance et de la reconnaissance. Et donc on a besoin de reconnaître les nouvelles manières d'apprendre, les nouvelles manières de créer de la connaissance, les nouvelles manières de s'approprier cette connaissance. Et évidemment, les diplômes et les brevets et ce genre de choses sont la manière dont on a reconnu la connaissance jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, il y a bien d'autres manières de le faire. Sur Internet, il y a bien d'autres formes de connaissance et de reconnaissance qui circulent aujourd'hui. Une des choses que l'on est en train de proposer au gouvernement, c'est de créer des carnets d'apprenants pour qu'on cartographie tout au long de notre vie nos explorations, nos apprentissages, et que ça nous aide à nous orienter, ça nous aide à faire des rencontres, ça nous aide à aller toujours plus loin. Et de même que vous avez un carnet de santé, vous pouvez avoir un carnet de l'apprenant qui vous permet de garder pour vous ce qui est le plus pertinent pour chacun d'entre nous. Et je pense que ça peut permettre de repenser des concepts qui sont aussi vieux que les Grecs. Vous connaissez « Connais-toi toi-même » qui était écrit au temple de Delphes, et s'inspirer d'autres civilisations, en l'occurrence le Japon. L'ikigai, pour les Japonais, c'est le sens de la vie. Comment est-ce qu'on trouve son ikigai quand on est japonais ? Eh bien, en se posant 4 questions. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on sait faire ? De quoi le monde a besoin ? Et où est-ce que je peux trouver les ressources pour avancer ? Et si vous savez travailler sur ces intersections, vous allez pouvoir trouver votre passion, votre vocation, votre profession et votre mission. Et si vous savez travailler vraiment au cœur de tout ça, vous arriverez à trouver quelque chose qui vous correspond et que vous pouvez partager. Vous pouvez le faire en tant qu'individu, vous pouvez inviter en tant que parent vos enfants à le faire, vous pouvez le faire en tant que collectif. Une école comme celle-ci peut s'interroger sur quel est l'ikigai de l'école. Une organisation, toute organisation humaine peut se l'interroger là-dessus. Le pays pourrait s'interroger, la planète même pourrait s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un ikigai. Je pense que face aux grands défis, comme le climat, on a su créer le groupe international d'études sur le climat, le GIEC. Mais il y a d'autres défis. Le défi de l'intelligence artificielle est certainement un autre défi. Si les machines savent apprendre, comment est-ce que nous, on peut apprendre collectivement ? Si, pour faire face aux enjeux du climat, on a su rassembler les meilleurs chercheurs de la planète pour travailler sur le sujet, si on a su mobiliser les opinions publiques du monde, pourquoi ne pas faire la même chose sur les nouvelles manières d'apprendre ? Donc si on doit construire une planète apprenante, est-ce qu'on ne peut pas inviter tous les citoyens, tous les chercheurs, à mutualiser leurs efforts pour essayer de relever ce défi ? Une des manières de le faire, je vous ai dit qu'on est tous nés chercheurs, c'est de tous contribuer à cette recherche. Alors il y a un concept qui existe aujourd'hui qu'on appelle les sciences citoyennes ou les sciences participatives, dans lesquelles tous les citoyens sont invités à partager et à contribuer au progrès de la recherche. Donc ça existe dans le domaine de la biodiversité, vous pouvez vous promener avec votre téléphone,
photographier les petites fleurs et les petits oiseaux, les géolocaliser dans le temps et dans l'espace, et contribuer à cartographier la manière dont la biodiversité évolue, en temps réel, tous ensemble. Vous pouvez faire la même chose sur votre santé. Si vous êtes un patient et que vous voulez contribuer à faire avancer plus vite la recherche biomédicale, et donc vous êtes doublement impatient, vous êtes un patient impatient, si vous avez compris ce que je veux dire, eh bien vous pouvez contribuer à faire accélérer la recherche. Si on veut faire progresser la recherche sur l'apprendre, personne ne sait exactement ce que c'est qu'apprendre pour vous, si ce n'est vous-même. Et donc on peut interroger chacun d'entre nous, et on peut tous contribuer à faire une science participative de qu'est-ce que c'est qu'apprendre aujourd'hui. C'est probablement différent, en partie au moins, pour chacun d'entre nous. On aime certains modes d'apprentissage plus que d'autres. Mais ça, si on pouvait contribuer tous à ce sujet, on irait probablement beaucoup plus vite parce qu'on pourrait mutualiser nos apprentissages. Ça suppose de revenir à ce que c'est même que la connaissance. Pour Aristote, il y a bien longtemps déjà, il y avait 3 formes de connaissance. Épistémé, qui est la connaissance du monde, qui a donné la science, l'épistémologie. Techné, qui est comment est-ce qu'on agit sur le monde, qui a donné la technologie. Et vous voyez bien que la science et la technologie ont beaucoup progressé depuis l'époque d'Aristote. Le 3e pilier de la connaissance pour lui, c'est la phronésis. La phronésis, beaucoup de gens ont oublié ce que c'était. C'est l'éthique de l'action. Et c'est dommage parce qu'on a fait progresser beaucoup la science et la technologie et peu l'éthique et la réflexion collective sur ce qu'il serait utile de faire. Et donc je pense qu'on a besoin de faire progresser nos intelligences, individuelles et collectives, au moins autant que les machines et leurs intelligences vont progresser. Aujourd'hui, on investit des milliards sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a aussi besoin d'investir sur le développement de nos intelligences. Et nos intelligences sont plurielles. Il y a nos intelligences rationnelles, nos intelligences émotionnelles, nos intelligences relationnelles, et j'en passe. Pour mener cette transformation, c'est en grande partie un changement culturel auquel je suis en train de vous appeler. Et une manière de célébrer d'autres manières d'apprendre, c'est peut-être de faire une fête de l'apprendre. Une fête de l'apprendre, ça peut paraître un peu étrange, mais ça existe dans plein d'endroits. Il y a des entreprises, par exemple, qui célèbrent ce qu'on apprend dans son entreprise. Il y a des écoles qui célèbrent ce qu'on apprend dans une école. Il y a des pays entiers qui célèbrent à l'échelle du pays ce que l'on apprend. Donc si on s'emparait de ça, vous connaissez tous la fête de la musique, par exemple, eh bien quand on célèbre la musique, on célèbre ce que l'on a appris en musique et ce qu'on a envie de partager avec les autres. Eh bien, une fête de l'apprendre, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez appris depuis 1 an qui est pertinent pour vous? Et qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec d'autres? Et si vous célébriez vos propres apprentissages, vous pourriez également célébrer ceux qui vous ont permis d'apprendre. Ça peut être votre enfant qui vous a aidé à apprendre quelque chose sur ce que c'est qu'être un enfant. Ça peut être votre grand-mère qui vous a appris la dernière recette qu'elle avait envie de vous transmettre. Ça peut être un enseignant qui vous a transmis quelque chose de pertinent. Ça peut être un ami. Vous pouvez avoir appris à réparer une mobilette et en être très fier. Vous pouvez avoir appris à jouer et à passer un cap qui est important pour vous et en être très fier. Et donc comment est-ce qu'on pourrait célébrer ces 1001 manières d'apprendre? C'est ça le défi, à mon avis. Et si on sait célébrer ces 1001 manières d'apprendre, si on sait les partager, on peut réfléchir non seulement à ce que l'on a appris, mais à ce que l'on souhaiterait apprendre, en tant qu'individu ou en tant que collectif. Et si vous souhaitez apprendre de nouvelles choses, il est bien possible qu'un autre, dans cette salle ou dans votre quartier, ait appris la même chose et serait ravi de vous l'apprendre à son tour. Et donc, plutôt que de mettre les gens en compétition sur les savoirs d'hier, on peut les inviter à coopérer pour apprendre les uns des autres et co-construire le monde de demain. Merci.